dû cette évolution à certains metteurs en scène, comme Martial Di Fonzogo, qui en montant des auteurs inconnus pour nous, comme Rafael Spregelburg, je pense notamment à La Estupidez, je pense que certains l'ont vu à Chaillot ou La Paranoia, ont accoutumé notre regard à une autre forme de théâtralité, foisonnante, radicale, démesurée. Non pas que les relations théâtrales entre les deux continents fusibles, qui nous permettra de mieux approcher les éléments esthétiques, sociaux et politiques qui font du théâtre latino-américain un espace de création spécifique. Donc, il est bien entendu qu'en un quart d'heure à peine, nous ne pouvons dresser un panorama complet de la création théâtrale dans chacun des pays du continent. Aussi avons-nous choisi de dégager quelques grandes tendances qui articuleront des exemples ponctuels dans un souci non pas d'exhaustivité, mais bien plutôt de compréhension globale. Alors, d'ores et déjà, nous pouvons remarquer la corrélation entre l'esthétique et la géographie au cœur même de la diversité théâtrale latino-américaine. Car ce n'est pas la même chose que d'être acteur en Colombie ou au Pérou et d'être acteur au Brésil ou en Argentine. Ainsi, les pays andins sont plus marqués par la tradition du théâtre de rue, de l'oralité et des festivals que les pays du cône sud qui, eux aussi, néanmoins partagent un point commun. Ils ont utilisé le théâtre comme outil de résistance face aux dictatures des années 70. Donc ces simples constatations empiriques nous permettent de voir qu'il y a interdépendance esthétique entre les pays de la région. Cette interdépendance se manifeste également dans les courants esthétiques forts qui vont naviguer d'un pays à l'autre. Par exemple, le concept de théâtre du peuple, Teatro del Pueblo, qui est né en Argentine en 1930, a voyagé dans les années 50 en Uruguay et au Paraguay. En outre, une expérience théâtrale qui a uni tout le continent est à noter. Il s'agit du Teatrazo en 1985, qui consistait à faire du théâtre de rue pendant 48 heures sans s'arrêter, à partir du 21 septembre, date instituée comme jour national du théâtre, pour défendre, je cite, la démocratie, la libération nationale et l'unité latino-américaine. Mais le flux théâtral ne concerne pas que les idées, il concerne également les hommes. Je songe notamment au dramaturge Osvaldo Dragún, pour ne prendre qu'un exemple. Donc c'est un dramaturge argentin qui a été directeur de l'école de théâtre d'Amérique latine et des Caraïbes, dont le siège est situé à Cuba depuis 1988. Donc on voit qu'il y a un processus d'échange et de dialogue théâtraux entre les pays, et ce au niveau continental. Donc, après ces considérations très générales, et je m'excuse encore de tous les schémas simplificateurs qu'il peut y avoir en l'espace d'un quart d'heure, il convient de s'interroger plus avant sur ce qui fait la spécificité. Donc pour ce faire, j'ai choisi deux axes principaux. Tout d'abord, l'engagement propre à ce théâtre, et ensuite on va voir une autre manière de faire du théâtre fondée principalement sur le groupe et la collectivité. Alors tout d'abord, un théâtre engagé, on va voir dans un premier temps théâtre et contestation. Car le théâtre est envisagé en Amérique latine comme un outil politique en raison de la prégnance de l'art militant. Donc ainsi, dès 1930, Leonidas Barletta fonde le Teatro del Pueblo à Buenos Aires, qui est le paradigme du théâtre indépendant en Amérique latine, qui va articuler en fait trois formes distinctes de militance. La militance artistique, c'est-à-dire lutter pour un théâtre esthétique qui ne soit pas commercial, la militance politique, apporter le théâtre aux populations qui n'ont pas accès, et la militance artistico-politique, c'est-à-dire considérer que toute action théâtrale est engagée et que la vie du comédien doit être régie tout entière par de grands principes moraux. Donc cette conception du théâtre qui est née en Argentine finit par s'étendre à tout le cône sud. Et il n'est que de constater sa résurgence dans les années 70, puisque le théâtre devient au cours de ces années un instrument de contestation face aux dictatures. Donc le Brésil est précurseur, avec Augusto Boal, qui fonde le théâtre Arena à Sao Paulo, où il développe sa théorie du théâtre de l'opprimé. Donc le théâtre de l'opprimé, c'est quoi? C'est un théâtre qui va s'inspirer de la tradition brechtienne du théâtre politique et qui replace donc le spectateur au centre du dispositif théâtral en l'intégrant complètement à la représentation. Donc il y a d'innombrables techniques dans le théâtre de l'opprimé. Moi j'en ai choisi une, c'est la plus connue, je vais vous expliquer très rapidement. C'est le théâtre forum. Donc c'est une pratique de théâtre participatif, c'est-à-dire que les acteurs improvisent en petits groupes avant de déterminer une courte scénette d'environ 20 minutes, c'est un grand maximum, sur des situations d'oppression ou sur la réalité économique et sociale qu'ils jouent ensuite devant les populations concernées. La fin doit obligatoirement être catastrophique. Et les spectateurs sont alors invités à rejouer la pièce avec les acteurs en intervenant aux moments cruciaux afin de modifier le final. Augusto Boal est bientôt contraint à l'exil en raison de sa pratique subversive du théâtre. De la même manière, en Uruguay, c'est le théâtre Galpón qui sera interdit par la dictature militaire à partir de 1976, car il s'engage un peu trop avec un répertoire contestataire malgré les arrestations dont ces acteurs font l'objet. Donc en Argentine également, pendant le proceso de reorganización nacional, s'est fait jour une pratique théâtrale contestataire. En 1981,
21 dramaturges s'unissent à 21 metteurs en scène et convoquent plus de 150 acteurs pour créer Teatro Aberto, qui est un festival en fait, qui va durer 2 mois et demi, avec 21 pièces qui font chacune une demi-heure. L'expérience a tant de succès qu'elle se répète jusqu'en 1986. Et une des particularités du théâtre latino-américain, c'est que c'est la pratique elle-même qui est contestataire. C'est-à-dire on ne va pas utiliser le théâtre pour transmettre un message politique. C'est le signe théâtral lui-même qui est politique. Donc on va voir 2 exemples. Donc en 81, vous avez certains metteurs en scène qui vont délibérément choisir de mettre en scène des groupes et des scènes de masse pour contester l'état de siège. Donc vous avez ici une photographie d'un spectacle qui s'appelle Loro Estas, qui est une pièce de Pacho O'Donnell. Et vous aviez un final à la fin où tous les acteurs, ils étaient plus de 50 sur le plateau, alors qu'il faut quand même rappeler qu'à Buenos Aires, en 81, on ne pouvait pas se réunir à plus de 5 personnes dans un lieu public. Donc vous avez ces 50 acteurs qui dansaient au son du rock contestataire à la fin de la pièce, donc ce qui provoquait un effet de masse sur le public qui était très fort. Et vous avez d'autres metteurs en scène qui, eux, décident de travailler le corps dans cet état donc, puritain. Donc vous avez l'image là d'une pièce qui s'appelle La Cortina de Avalorios et bon, je crois que l'image est suffisamment explicite, donc vous avez certains metteurs en scène effectivement qui travaillent sur l'érotisation, qui vont revaloriser le corps, et donc vous voyez à quel point le signe théâtral peut être politique et peut remettre en question un état autoritaire. Donc autre pratique contestataire, autre pays, le Chili a également résisté théâtralement à la dictature de Pinochet. Donc je voudrais surtout souligner ici un fait théâtral inédit. C'est-à-dire que certains acteurs chiliens ont fait du théâtre dans les camps même de détention, comme c'est le cas de Marieta et Oscar Castro, qui sont frères et sœurs et qui sont aussi fondateurs du théâtre Aleph, qui fonde en 1967, théâtre qui va finalement s'exiler en France en 1976 et qui est d'ailleurs aujourd'hui basé à Ivry-sur-Seine. Et Oscar Castro va inventer à l'intérieur des camps ce qu'il appelle les vendredis culturels. Il s'agit de monter une pièce par semaine avec les autres prisonniers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail logistique que ça peut être de monter une pièce. Déjà, nous, en 3 mois, on a du mal, alors vous imaginez en 1 semaine, en plus dans des camps de concentration. Et Castro va aussi créer un personnage dans la plus pure tradition de la commedia dell'arte, en fait, qui s'appelle Casimiro Peñafleta, qui est détenu sans en connaître la raison, et qui va monologuer incessamment face aux autres détenus pour pointer l'absurdité angoissante de la situation. Donc on va passer au 2e point de cette partie sur l'engagement, donc théâtre et engagement social. Car le théâtre latino-américain est également empreint d'engagement social dont le leitmotiv pourrait être faire venir au théâtre ceux qui n'y vont pas ou apporter le théâtre à ceux qui ne peuvent pas y aller. Donc ces 2 versants d'une même préoccupation, qui est la démocratisation de l'art, se manifestent soit par le prix bon marché des places, soit par une technique de tournée dans les campagnes qui va bien plus loin en fait que la décentralisation à laquelle nous sommes habitués. Donc, je vais prendre un exemple. Au Costa Rica, c'est la Compañía Nacional de Teatro qui est chargée de diffuser le théâtre à tout le pays et qui corrige ainsi le principal défaut du Teatro Nacional qui est dû à son caractère sédentaire et qui ne touche donc que l'élite de la capitale. Donc pour atteindre l'objectif, elle doit programmer ses activités en prenant en compte tous les cantons de la République costaricienne, il y en a 81. Et outre l'impératif de faire découvrir le théâtre aux costariciens, la compagnie doit respecter des directives législatives d'équilibrage de la programmation entre d'une part les auteurs costariciens et d'autre part les auteurs étrangers. Donc la programmation est complétée par un autre outil qui est plus récent, la gratuité. La Compañía a en effet l'obligation d'élaborer des programmes permettant la diffusion du théâtre. Et le dernier en date a pour nom Enlaces, donc lien. Il s'agit de visiter 14 communautés qui profiteront gratuitement de 3 spectacles qui doivent plaire à chaque génération. Donc il y a une pièce pour les enfants, une pièce pour les adolescents et une pour les adultes. Et les 3 pièces sont représentées le même jour et sont suivies de débats entre les acteurs et les spectateurs. Le choix des communautés se fait selon 2 critères. Donc certaines ont de l'expérience en matière de gestion culturelle et d'autres n'ont jamais eu accès au théâtre. Donc voilà pour cette partie sur l'engagement. On va maintenant passer à une autre manière de faire du théâtre et on va voir qu'en fait la création collective est au centre du théâtre latino-américain. Alors qu'est-ce que j'entends par création collective, sachant que le théâtre est forcément création collective? Alors la création collective, en fait, ce sont des improvisations qui sont jouées en groupe afin et avant de trouver la forme définitive du spectacle. Donc sur ce point, pour vous faire une idée, vous pouvez rapprocher ça, si vous voulez, du Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, qui fonctionne un peu pareil, en tout cas sur certains spectacles. Donc un des théâtres les plus célèbres
qui travaille selon cette technique, c'est le théâtre expérimental de Cali, qui est en Colombie, fondé par Enrique Buenaventura en 1955 et qui subsiste encore. Il est à présent dirigé par son épouse, Jacqueline Vidal, qui nous explique les caractéristiques esthétiques de son théâtre. Donc, je la cite en entretien. La création collective telle qu'elle se pratique au TEC met l'accent sur deux choses, selon moi. Premièrement, tu touches la matière du théâtre. La matière du théâtre, c'est la relation de deux forces qui sont dans l'imaginaire collectif ou dans la société, mais qui sont venues au théâtre pour s'affronter, se confronter. Ensuite vient l'improvisation. L'improvisation par analogie, c'est-à-dire le chemin artistique pour réunir ces conflits qui nous intéressent. Et la poésie, la grande poésie. Au début, Enrique Buenaventura a formé les gens avec le théâtre classique, avec Shakespeare et d'autres. La formation des gens ici se fait vers un théâtre qui donne beaucoup d'importance à la poésie, à la parole. Ce qui différencie le théâtre de toute autre forme d'art du spectacle, c'est la parole, c'est la musique du mot. Mais c'est aussi un théâtre très festif, qui donne beaucoup d'importance au langage non verbal, à la plastique. Buenaventura était aussi peintre. Il faisait les dessins des costumes et des décors qui surgissaient des improvisations, puisque tout surgit des improvisations. Donc cette forme de création se retrouve dans d'autres compagnies, dans d'autres pays, comme par exemple au Pérou avec le théâtre Huachcani. Et dans les pays qui ont connu une transition démocratique, le groupe, dans les années 90, est également à l'honneur. Donc vous avez de nombreux collectifs qui vont se créer, qui envisagent le travail théâtral, donc il s'agisse de la production, de la création ou du spectacle, sous l'angle de la communauté. Donc c'est le cas par exemple du Grupo Teatro Catalina Sur à Buenos Aires. Donc vous voyez à l'image, le groupe est fondé en 85. Il compte aujourd'hui en tout 300 membres, donc c'est énorme pour une compagnie, qui sont formés non seulement au théâtre, mais aussi au cirque, à la marionnette, à la danse, à la musique et aux arts plastiques. Vous avez ici la photographie du spectacle qui est un peu le parangon de cette compagnie, qui s'appelle El Fulgor, qui a été créé en 98, qui se joue encore aujourd'hui, toutes les semaines à Buenos Aires, et qui retrace en fait l'histoire argentine de 1930 à nos jours. C'est un spectacle fleuve qui au début durait 4 heures, qu'on a réduit d'année en année. Et là vous avez en fait au tout début du spectacle, donc il démarre dans les années 30, les acteurs sont dans la rue, on n'est pas dans la salle et les acteurs doivent interpeller les spectateurs et les amener, les tirer de force, les amener vers le théâtre. Donc vous voyez déjà la masse qu'il y a et vous voyez aussi qu'on est dans une pratique théâtrale participative. Bon, et je vais conclure très rapidement sur mon dernier point en fait, sur les festivals de théâtre latino-américains, puisque la tradition des festivals est un élément très important au sein de ce paysage depuis les années 80. En effet, le festival ibéro-américain de Bogota a été créé en 88 et a lieu tous les 2 ans. Donc ce festival mêle le travail de compagnies étrangères et colombiennes, et ce pendant une quinzaine de jours. Environ 40 pays étrangers sont représentés. Statistiquement, il concurrence, sans le dépasser encore, le festival d'Avignon, puisqu'environ 800 spectacles sont joués tous les 2 ans, contre 1000 chaque année à Avignon. Vous avez un autre trait de ressemblance entre les deux festivals, car depuis 2000, Bogota compte en fait 2 festivals distincts. Et vous pourriez associer ça à la différence in et off qu'on connaît depuis 68 à Avignon. En effet, vous avez le festival alternatif qui s'est également créé en parallèle au festival ibéro-américain et qui souhaite, donc ce festival alternatif, montrer toute la diversité du théâtre colombien en se consacrant notamment aux nouvelles formes esthétiques et aux nouvelles dramaturgies. Environ 160 compagnies y participent. Et pendant 15 jours, Bogota tout entière se transforme en théâtre, puisqu'à eux deux, les festivals investissent tous les lieux de la ville pour faire découvrir des techniques théâtrales très variées, théâtre de rue, théâtre en salle, concert, danse, théâtre pour enfants, adolescents, contes, cirque, j'en passe. Et je vais terminer en fait en parlant très brièvement du festival de Mexico qui a été créé en 1984, qui est également aujourd'hui l'un des plus importants sur la scène internationale, et donc je partage tout à fait les vues sur la vivacité de la création artistique en Amérique latine, et qui ne compte pas que des spectacles théâtraux, c'est là son originalité, mais qui est ouvert vraiment à toutes les formes artistiques du moment qu'elles sont scéniques, donc musique, opéra, exposition, happening, etc. Donc en conclusion, on va résumer les grandes tendances que nous avons dégagées, encore une fois beaucoup trop rapidement. Le théâtre latino-américain est un théâtre politique, social et engagé. Il est préoccupé par la démocratisation de l'art. Et en outre, c'est un théâtre qui axe sa création sur le groupe, la collectivité et la diversité esthétique. N'hésitant pas à faire du théâtre un art total qui mêle toutes les formes artistiques, danse, musique, cirque, marionnette par exemple. Art profondément festif, sa vivacité et sa créativité se manifestent particulièrement lors des festivals, nombreux et reconnus sur la scène internationale. Merci de votre attention.